Aujourd'hui on jeûne, c'est parce qu'on n'a pas réparé et réglé l'origine de cette tzara. Et c'est quoi l'origine de la tzara, de la destruction de Beth Amikdash? Alors on voit qu'il y a dans ce jeûne de la Tzara Betevet une connotation aussi de la disparition des tzadikim par la mort de Ezra Sofer, qui est niftar le 9 Tevet. Et en fait, le 10 Tevet, on est tsam pour trois raisons principales. Il y a la mort d'Ezra, il y a la traduction des Septante, et là, le siège de Yerushalayim, et il y a aussi le fait de la naissance de JC, qui a eu lieu le 9 Tevet. Et en fait, tout cela est lié, comme l'a expliqué le Rav Shapira plusieurs fois dans ses shiurim. D'abord déjà, le silouk des tzadikim, c'est comme Khurban Bet Amikdash. Le tzadik pour nous, c'est Ashrat Shrina, c'est celui qui porte la Shekhinah en lui, qui nous éclaire, qui nous montre le chemin de la Torah et des mitzvot. Et j'en parle évidemment parce que c'est le jour où Moshe Shapira nous a quittés. Donc c'est un jour où... Qu'est-ce que c'est le Bet Amikdash? Bet Amikdash, c'est pas un endroit seulement où on fait la avoda, c'est un endroit de proximité. Yerushalayim, Re'iyah, Yerae, Re'iyah, Yerae, c'est un endroit de vision, d'apparition, de proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Bet Amikdash. Et qu'est-ce que c'est le silouk des tzadikim? C'est justement, les tzadikim sont les porteurs de la Shekhinah dans ce monde. Il y a un lien très fort. Eh bien, la Tzara Betevet, c'est le début d'un processus qui est allé au Khurban. Et le Rav Shapira nous disait que la gravité de ce jour, c'est justement parce que c'est le début d'un processus et c'est le jour où se décide est-ce que le Bet Amikdash sera reconstruit cette année. Se décide la Tzara Betevet. Comme c'est le début du processus, est-ce qu'on va lancer le processus de reconstruction? Donc c'est un ta'anit spécial, c'est pour ça que Rabbi David Aboudaram, le Aboudaram très connu, il dit que même si ça tombait Shabbat, on devrait jeûner à Tzara Betevet. Comme Yom Kippour. C'est les seuls jeûnes. Parce que c'est écrit dans Yecheskel, Be'etzem Hayom Hazeh. Be'etzem Hayom Hazeh plusieurs fois sur Tzara Betevet. Donc on aurait dû jeûner même. Pourquoi? Parce que c'est le début du processus, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu est couvert. Est-ce qu'on va reconstruire le Bet Amikdash? Shabbat, on fait le calendrier. Alors ça ne tombe jamais Shabbat. Ça a tombé vendredi l'année dernière, mais c'est tout. Ça ne va pas tomber Shabbat. Et même si c'est tombé Shabbat, il faudrait jeûner Shabbat. Tout ça parce que c'est le début d'un processus. Donc voilà, je vous dis, Mamash Bekitsour, il y a un long shiur que j'ai donné Shabbat matin, etc. Mais je voulais juste vous rappeler parce qu'effectivement, ce soir, je suis un peu dans l'émotion de voir le Rav devant mes yeux et voir combien il nous manque quelqu'un qui, chaque fois que je lui parlais d'un n'importe quel sujet, chaque fois il y avait un hors spécial, il y avait un coup spécial que je voyais chez personne d'autre. Chez aucun autre Rav, j'ai vu cette Amoukut. Chaque fois qu'il disait un truc, c'était un mec différent. Mamash Madriga Acheret. Pourquoi? Parce qu'il avait toute la Torah en lui. Pardes, Pshat, Remez, Sod. Tout ça, c'était Biyachad et il réunissait. Et des fois, il donnait des shiurim lorsqu'il se lâchait. Il expliquait comment le Sod expliquait le Pshat, le Ktsot expliqué par le Sod. C'était une flamme de voir toute la Torah Kula qui s'éclaire l'une l'autre. Et malheureusement, il y a peu de gens qui ont cette connaissance aussi large de la Torah. Et c'est pour ça que ce soir, je pense beaucoup fort à lui. Et que les Hashem, on est mis de Pelel très fort pour que le Bet Amikdash soit reconstruit et que le or, ce grand or qui était là du Bet Amikdash, plus tous les tzadikim qui étaient associés à ce Bet Amikdash soient Bezrat Hashem très bientôt parmi nous pour nous donner une lumière dans cette Torah si profonde. Voilà, bravo pour tout ce que vous faites et Hashem Chizku v'imtsu, continuez comme ça à vous rapprocher de la Kadosh Baruch Hu à travers votre limoud. Et j'enchaîne directement avec le shiur que je vais préparer. Deuxième partie de Avid Inish, Dina de Nafshem. Nous avons expliqué la semaine dernière. Nous avons étudié la Gemara dans Baba Kama, Machloket, Rabbi Yehuda, Rabbi Nachman. Est-ce que Avid Inish, Dina de Nafshem, est-ce qu'un homme peut faire justice lui-même? On avait dit que la halakha, que oui. Et le Rav Shlomo Moshe Amar, qui était ici il n'y a pas longtemps, il a écrit une tchouva que vous avez à la page 12, Shema Shlomo. On lui a posé une question très intéressante. La question est la suivante. C'est l'histoire de quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture. Et il n'est pas content parce qu'on lui a promis monts et merveilles. Une voiture, toute option, une voiture avec ceci, une voiture avec cela. Et lorsqu'il essaye la voiture, il achète, il fait confiance. Eh bien, il s'est fait avoir.
Il dit, mais Kartaout, il faut me rembourser, c'est une erreur. Mais eux, ils ne veulent rien entendre. Ils disent, non, t'as qu'à nous attaquer en justice. Maintenant, ils savent qu'il va falloir payer des avocats, ça va prendre du temps. Attaquez-nous en justice, si vous voulez. Alors, dit le Rav, est-ce qu'on a le droit de faire une afghana, une manifestation, devant la société qui a vendu la voiture, pour faire un peu de bruit et faire un peu de publicité négative, pour pousser les gens à leur rembourser la voiture. Ça revient pour faire une remarque sur Internet négative, pratiquement, non? Alors, une remarque sur Internet négative, c'est pas aussi fort que ça. Là, c'est devant dans la rue, devant la porte. C'est pire sur Internet. Je ne sais pas. Ça touche plus de monde, évidemment. En tout cas, est-ce que c'est permis ou pas? Alors, le Rav répond, page 12, vous êtes page 12, et il y a un petit doigt dirigé à l'endroit. Il a préparé, lui, il est allé préparer même des affiches et des pancartes à Medabrim Bigduta Shalachevra qui expliquent et décrivent combien cette société est une mauvaise société qui fait des ventes mensongères. Elle trompe ses clients. Alors, cette société, évidemment, a voulu lui interdire de faire cela. La question est posée au Rav, est-ce que c'est permis ou pas de faire ce genre de protestation et de manifestation? Première chose, il faut d'abord nommer un expert pour voir si ce monsieur a des bonnes raisons de se plaindre. Est-ce que c'est justifié ou pas justifié? C'est la première chose. Maintenant, si on arrive à une conclusion que c'est justifié, ça marti baiser, donc je suis dans le deuxième doigt, sur la page 12, vous avez un deuxième doigt, ça marti baiser là de kaimelan de avid inish dina lenafshe ve'eno chayav lelecha lebedin davka k'dei lakach det shelo. C'est un principe de avid inish, il fait la justice lui-même. Vous ne voulez pas me rembourser? Ben, je vais me débrouiller moi-même pour obtenir. Alors comment je m'y prends? Je fais une publicité désagréable pour vous. C'est ma façon à moi d'obtenir mon dû. Et dit, avidini, c'est la halakha. Alors, d'accord? Si déjà c'est permis de faire justice soi-même, c'est-à-dire d'aller prendre soi-même, à plus forte raison de faire une afghana. D'accord? Maintenant, vous vous rappelez peut-être la semaine dernière, vous avez le troisième doigt. C'est toujours sur la page 12, vous avez un troisième doigt. On avait étudié le Roche la semaine dernière. Qu'est-ce que disait le Roche? C'est seulement dans le cas s'il vient voler son argent ou qu'il voit son objet dans la main de l'autre. C'est là qu'il a le droit de avidini janarché. Mais pas dans le cas a priori où nous sommes en train de parler. C'est pas sûr que le Shulchan Aruch va être posé comme le Roche. Alors, Gam il a changé que dirait Roche. Alors, là-dessus, je la fais court parce qu'évidemment, si on fait tous les arguments et contre-arguments, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, nous allons passer à la page, toujours la même page 12, mais sur le côté gauche, toujours avec des doigts bien entendu. Sur la partie gauche, Fineze Pashut ou Barou, de l'Omaïre Shomer Lo Racha Belachash. Il ne dit pas tu es un rachat à voix basse. De Mayoil ou Mayosif, et la Pashut d'Omer Loken Bekole Kolot, ou Mevaïcho Bezé. Il lui fait honte, il crie. D'accord? C'est sûr. Alors, là-dessus, le Rav nous dit que c'est autorisé, puisqu'on avait parlé que Avidinish de Nafché, non seulement on a le droit de le frapper, on a le droit même de l'appeler Racha. Parce que c'est Avidinish Nafché, c'est ma façon à moi d'avoir justice, de faire justice. Mais il a rencontré le Rav Shmuel Auerbach. Et le Rav Shmuel Auerbach a dit Lo matzanu eter she'avdin negdam. Il dit on ne trouve pas de permission de faire des manifestations de pasik le chiyutayo. Il dit non, là tu vas abîmer leur gagne-pain. Ils n'auront plus de quoi vivre. Tu vas leur casser leur gagne-pain, tu vas leur casser leur revenu, leurs moyens de subsistance. C'est interdit. Où on a trouvé qu'on avait le droit de faire ça? Si on a trouvé que Avidini chez c'est que tu as le droit de faire justice toi-même, c'est-à-dire de te faire, de recevoir
et d'obtenir ce que tu n'as pas. C'est-à-dire, toi, tu veux obtenir remboursement, donc tu viens te servir. Mais ici, pour obtenir ton remboursement, qu'est-ce que tu fais? Tu casses la réputation de cette chevra. C'est très grave. Parce que tu puisses retrouver ce que tu as besoin toi, d'accord. Et ça ne justifie pas de casser l'image de cette chevra chez tout le monde. Et vous voyez, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce qu'il dit Rav Shlomo Auerbach. On n'a pas le droit pour obtenir gain de cause, de créer une perte très importante à la personne de qui on veut prendre notre remboursement. Vous comprenez la différence? C'est logique cet argument. Et ensuite, Otsat Shemra, c'est Motzi Shemra. C'est ça? Non. On n'a pas le droit de faire de la Shonara, de Motzi Shemra. Mais c'est pas seulement Motzi Shemra. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être plutôt alors, la Shonara. Alors, si c'est un vrai, tu as raison. Alors, si c'est vrai, c'est pas le Motzi Shemra, c'est la Shonara, mais la Shonara, c'est aussi un part. C'est un avis. Ça veut dire que ce n'est pas parce que toi, tu veux obtenir ton remboursement que tu as le droit de dire que c'est une mauvaise société. Tu dois dire, moi, je veux obtenir ce qui me revient, et c'est tout. Tu ne vas pas casser toute l'image de cette société. Mais le Lachon Hara est autorisé quand ça peut permettre à une personne d'éviter de tomber dans les panneaux de cette société. Oui, mais la 7e condition, c'est qu'il ne doit pas plus. Alors, j'explique ce que dit M. Barda. Il dit quelque chose de vrai, c'est ce qu'on appelle le torelet. Ça veut dire qu'en fait, tu vas sauver d'autres clients éventuels qui pourraient se faire berner comme toi, tu t'es fait avoir. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ça, c'est permis. Mais Rav, on peut tomber sur, bien souvent dans les sociétés, dans les véhicules, vous pouvez tomber sur un ou deux véhicules qui est mal monté, mais ce n'est pas pour cela que l'on doit détruire toute une réputation d'une usine depuis des années et des années. Alors, je vous explique quelque chose. Ici, l'argument est précis. Ils ont dit quelles sont les options dans cette voiture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a comme option? D'accord. Ils ont dit des bobards, des mensonges. Elle a telle option, telle option. Ce n'est pas une question d'une voiture qui, comme vous dites, elle n'a pas été bien montée. C'est que c'est un défaut, non pas de fabrication, mais dans la déclaration, la description, des vendeurs. Publicité mensongère. C'est plus que publicité parce que c'est un vendeur qui vous le vend et vous comptez sur ce qu'il dit. Et c'est pour ça que vous achetez la voiture. D'accord? Ce n'est pas épuisé. On parle maintenant pour vous. Effectivement. Alors, vous avez raison que c'est écrit dans le contrat et que sans doute, il va gagner lorsqu'il va aller au tribunal. Ce n'est pas le sujet. Mais ils disent, allez-y au tribunal. Eux, ils ont envie de se débarrasser de lui. Vous voulez prendre des avocats. Nous, on a un avocat de manière, vous savez, il y a des grandes sociétés, ils ont des avocats payés. Ils te tuent avant que toi, tu gagnes. Ils ont des avocats qui sont payés toute l'année. Voilà. Et en fait, ils comptent pour les contentieux. Le désespoir. Voilà. Ils comptent là-dessus, ils comptent aussi sur les prix élevés d'avocats de l'autre côté pour que les gens se désespèrent de les attaquer en justice. Donc, voilà. Alors. Maintenant, le Rav Shlomo Amar s'oppose à ce que dit le Rav Shmuel Auerbach parce que, d'après ce qu'il étudie dans le Shulchan Aruch, on nous permet même de le frapper pour obtenir, comme on a vu la semaine dernière, ce qui nous revient. Eh bien, il dit qu'entre frapper et faire ce genre de publicité, il ne voit pas la différence, le Rav. Il ne voit pas la différence. Si on autorise même à frapper, on peut aussi autoriser à faire cette publicité qui, je répète, n'est pas une publicité mensongère. C'est une publicité qui est exacte. Et l'argument de Chavetz Chaim de dire que c'est un shonara, ce n'est pas un shonara parce que c'est pour les autres doivent aussi être au courant que des pratiques frauduleuses de cette société pour ne pas tomber eux aussi dans l'erreur dans laquelle je suis tombé. Mais on ne maîtrise pas toutes les conséquences de cette mauvaise publicité. Et c'est peut-être pour ça que le Rav Chaim, lui, dit que si... le Rav Chaim, il disait que si dans ta façon de reporter, tu fais plus de dommages plus de dommages qu'un tribunal pourrait donner, tu n'aurais pas le droit. C'est une des 7 conditions. Alors, si les conséquences seront plus graves que celles que j'aurais eues si j'étais allé au Bendin, alors effectivement, mais là, ici, c'est difficile de savoir quelles seront les conséquences. Effectivement, difficile de les évaluer, mais ça peut évidemment empêcher d'autres clients de rentrer
Ça, oui, ça Pour la s'entend. même raison, c'est d'accord. D'accord, ça c'est bon. Mais pour d'autres. Et qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? Qu'est-ce que ça dit? Les marques sont très sensibles des fois sur un détail que ça touche toute leur activité. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je comprends plutôt comme le Rav Shlomo Amar. Et je vous donne tout de suite la conclusion parce qu'on a beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup de temps et on va dire plusieurs choses ce soir. À la page 13, sur le côté gauche, il cite le Rav Eliashiv. La personne n'a pas honte de manifester. Même que j'ai en droit. Oui, elle est en droit. Même que tu es en droit. D'accord, vous avez honte, mais d'autres n'ont pas honte. Celui qui n'a pas honte. Ouais. Il y a un autre exemple que je vous montrais qui est très intéressant aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu payer le Vaad Bait. Vaad Bait, c'est en fait le syndic d'un immeuble. Il y a des charges de copropriété, bravo. Celui-là ne refuse de payer. Alors, comme les gens ont su qu'il était en train de fiancer son fils ou sa fille, ils ont mis une annonce dans l'immeuble. Un tel refuse de payer les frais donc, de copropriété, en comptant que ce monsieur ne serait pas du tout content de savoir que la famille avec laquelle ils vont faire un mariage, elle va entendre que ce sont des mauvais payeurs. Ils vont dire, oh là là, celui-là, c'est des familles à éviter. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Rav Yitzhak Lieberstein, il a eu cette histoire. Et la question est de savoir, est-ce qu'on a le droit de faire honte à quelqu'un en public? C'est faire honte à quelqu'un en public, dire du mal de lui, entraîner peut-être la rupture du shidour d'un enfant. Il peut être en difficulté financière. Hein? Ce n'est pas forcément un mauvais choix. Ouais. Il doit marier son fils, ou etc. Il y a des frais. Alors là, du coup, le rappel de Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Tu sais comment ça se passe dans ce cas-là? Si elle ne paye pas, tu mets ça par aux enchères. C'est ça ce qu'on fait la réalité aujourd'hui. On n'est pas sur une. Comment ça fonctionne? Moi, je suis du conseil syndical de mon immeuble. Quelqu'un qui a pas de propriété, on le relance 3 fois, ça apporte une aux enchères. Alors, c'est basique. Alors, il dit qu'il a une preuve. C'est comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Non, dans la pratique, non. Là, on est dans l'immobilier, on connaît. Alors, Rabotai, le Psak Halacha de Rav Yitzhak Zilberstein, appuyé par son beau-père, le Rav Eliashiv, c'est qu'il est autorisé de faire un lachat tzibouri, c'est-à-dire une pression extérieure, l'utiliser pour celui qui refuse d'accomplir un jugement. S'il y a un jugement et un monsieur refuse d'appliquer le jugement, on a le droit même de faire des fois de mettre des affiches placardées, etc., pour lui mettre une pression pour qu'il accomplisse son devoir. Donc, il lui a donné raison. Oui, mais après un jugement. Non. Alors, effectivement, il faut toujours vérifier que ce monsieur, comme vous avez bien dit, ce n'est pas un monsieur qui n'a pas les moyens du tout de payer, ce n'est pas un monsieur qui... c'est quelqu'un qui vraiment ne veut pas payer parce qu'il ne veut pas payer. Voilà, il dit, voilà, c'est mes affaires, je m'en fous, etc. Alors que lorsqu'on est dans un copropriété, obligatoirement, on doit s'acquitter des frais de copropriété. Mais lui, clairement, il ne veut pas payer. Ce n'est pas parce qu'il est vraiment dans une situation extrêmement difficile, ce n'est pas de ça. Donc, si c'est le seul moyen d'obtenir le paiement, on a le droit de lui mettre cette pression, c'est autorisé. Donc, voilà la halakha. Donc, vous voyez, un avid inishi d'anafché, une façon d'appliquer la justice soi-même. Et donc, je passe maintenant à une autre situation. Oui. On a dit qu'on ne pouvait pas causer un dégât. De cette condition, c'est de ne pas causer un dégât au vendeur supérieur à ce qu'il aurait eu s'il avait été condamné par un tribunal. En faisant de la mauvaise pub, c'est obligé que je vais lui causer une perte largement supérieure à ce que lui me donne. Là, on parle de Avedini Dilanaché. Attention, on est en train de parler de l'alacha, c'est-à-dire on est en train, au niveau de la shonara, c'est une chose. Et là, on est en train de dire que quelqu'un qui ne veut pas, sciemment ne veut pas appliquer un din, le beddin, le tribunal, tranche qu'on a le droit de lui mettre une pression. Mettre une pression, c'est quoi? Moi, j'ai vu une fois un type il avait quelqu'un qui lui devait une certaine somme d'argent. Il a loué les services d'une société pour obtenir un recouvrement de dette. Et cette société, elle a pour habitude
de prendre des hommes qui se déguisent en panthère rose, avec dessus écrit, etc. Ça se pratique beaucoup aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, ça se pratique, et qui suit comme une ombre la personne qui ne rembourse pas. Donc partout où il va, il y a une panthère rose qui ne passe pas inaperçue, qui le suit. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Ce monsieur refuse de rembourser sa dette. Donc le bonhomme, à force, il a un moment où il craque et il finit par payer. C'est une pression psychologique. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ce système? C'est un très bon système. Il faudrait être l'emporter en France. Ça existe en France aussi. Alors, attention, ils sont toujours aidés, cette société. Moi, j'ai jamais vu ça. Ils sont arrivés en France. Attention, c'est des gens qui sont aidés par des avocats qui expliquent exactement ce qu'il est permis de faire ou pas. On a le droit de, ce qu'on a le droit de faire ou pas dans ce cas. Parce qu'effectivement, la loi française n'est pas toujours la même que la loi américaine. Il faut connaître bien les principes. Mais il y a ce qu'on appelle la pression psychologique. Est-ce qu'il est autorisé de lui envoyer chez lui des malabars très menaçants qui se mettent devant sa porte et qui lui disent, voilà, c'est très simple, tu as encore quelques jours pour rembourser ta dette, sinon on va s'occuper de toi et tu auras quelques jours d'hôpital, voire quelques semaines, voire quelques mois d'hôpital. La pression. Voilà, ce sont des personnages. Encaisseurs. Voilà. Ça existe. Voilà, ça existe aussi. Moi, j'ai entendu parler de quelqu'un. Il avait une société de location, mais ces locations qui étaient faites à des gens qui avaient très peu de moyens. Et donc, il avait souvent des problèmes de remboursement de loyer. Alors, il y a une fois un monsieur noir très, très costaud qui est venu lui réclamer, lui dire, voilà, je ne peux pas payer. Lui commençait à s'énerver avec lui. Un locataire qui ne veut pas payer. Alors, lui, il était vraiment un petit malingre, un monsieur tout juste la peau sur les os, et arrive un énorme armoire à glace. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, excusez-moi, je vais juste appeler mon associé. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il avait fait, ce monsieur? Il avait dans son garage un vigile. Mais ce vigile, c'est un gorille, quoi. Un type énorme, 2 mètres de haut et 2 mètres de large. Et donc, il appelle, il monte, juste il s'assoit à côté de lui, il prend tellement de toute la place, il dit, oui, alors vous étiez en train de me dire quoi exactement là, il y a quelques minutes? Je viens d'appeler mon associé. Et donc lui, évidemment, il commence à trembler parce qu'il a compris que celui-là, juste un petit coup de poing, il allait tomber raidement. Donc automatiquement, le monsieur changeait de ton, il cherchait un arrangement, etc. Et là, le ton était différent. Ce monsieur, évidemment, ça n'a jamais été son associé, c'était, je vous ai dit, un vigile dans les sous-sols de son parking. Mais il le présentait comme son associé pour un peu intimider les gens. En clair, est-ce qu'il est possible d'utiliser la pression de toutes sortes qui soient pour obtenir gain de cause? La réponse ici, c'est clairement oui. J'ai du bluff, là, on a dit qu'on doit s'éloigner du mensonge. Mais non, ça s'appelle pour le shalom, pour éviter pour le shalom. C'est pour le shalom. Non, mais là, ici, c'est du mensonge. Est-ce que ça rentre dans le shalom? Ah, mais c'est un associé. Hein. Ils sont très associés pour ce genre de situation. Il le paye bien pour ça. Il lui a donné d'ailleurs 50 € pour ce travail. Quoi. Il lui a donné un plus pour ce lorsqu'il arrive. Mais surtout, il ne parlait pas, le Vodam. Hein. Juste, il s'assoit. Déjà, tu ne parles plus rien. Tu as peur. Hein. Bien. Maintenant, Rabotai, un autre exemple. Est-ce qu'un homme qui est malade du cœur, prenez à la page 13, un homme qui est malade cardiaque, Nirshal Mispar Pamim Bigneva, c'est un homme qui a volé un certain nombre de fois, et de nombreuses fois, Zirou Pamim Rabot, on l'a averti plusieurs fois, Apitron Aïchidi Shinitan Asot ou le Mosro, l'idée Mishtara. Donc on est à la page 13. Sous le titre Mishpete Torah Mesirat Ganav Chole la Mishtara, est-ce qu'il est permis de donner à la police, livrer à la police un monsieur qui a des faiblesses au niveau de son cœur, qui est cardiaque? Donc on parle de quelqu'un qui a volé plusieurs fois, n'est-ce pas? On a peur que le fait qu'il aille en prison peut entraîner un problème cardiaque. La réponse de ce Rav Mishpete Torah est la suivante. Si on a essayé de lui parler et ça n'a pas marché, mutar lim soroto la mishtara. On a le droit de le livrer à la police.
Et ça, ce n'est pas notre affaire, s'il a mal au cœur, c'est pas grave, c'est son problème à lui. On t'a prévenu, tu es un voleur, tu dois arrêter de voler, tu dois rembourser ce que tu as volé, tu n'entends pas raison, on livre à la police. Voilà ce qui est tranché ici. Encore une fois, un exemple pratique. Maintenant, on parle de police juive, je suppose. Aussi, que je voudrais partager avec vous sur un cas qui se passe en ce moment en Israël. C'est un sujet qui, en ce moment, défraye la chronique en Israël. C'est le suivant. Prenez à la page 8. Alors, est-il permis, dans la page 8, de causer un dommage, d'abîmer des objets qui entraînent un dommage spirituel? On va parler précisément de quoi il s'agit. Adam chez Marché l'Acherim Be'Issourim, quelqu'un qui fait trébucher les autres dans des interdits. Est-il permis d'endommager ou de lui voler les objets chez l'EDM ou Marchil par lesquels il fait trébucher les autres? Est-ce qu'il devra payer? Donc, on va prendre un exemple très simple. On a un monsieur qui se trouve dans une yeshiva. Je dis ça parce que ça existe, ça se passe quelque part. Et dans cette yeshiva, il fait entrer un téléphone non cachère, c'est-à-dire ce qui est appelé aujourd'hui un smartphone, sans filtre. Et qu'est-ce qu'il fait le soir? Il montre à ses copains toutes sortes de films et de choses que normalement ce genre de jeunes ne voient pas à la maison parce que leurs parents leur interdit. Mais lui, il en profite pour partager ces trucs. Ça s'est passé, je ne veux pas dire où, un endroit où il a même montré des trucs porno, etc. Bon, incroyable. À des copains. Et donc, le Rosh Shiva, ou non plutôt un élève, a vu ça, un autre élève, il est allé casser le téléphone. Il a cassé. Est-ce que dans ce cas-là, c'est autorisé de le faire et est-ce qu'on doit payer si on l'a fait? Donc, il a transgressé l'interdiction de faire entrer dans les shivas ces appareils que les shivas n'acceptent pas et il a commencé à leur montrer à tout le monde et donc à influencer négativement les autres élèves. Et un autre élève est venu casser l'élève de ce téléphone pour ça. C'est un exemple. Il y a aussi en ce moment en Israël des magasins qui vendent certaines choses qui sont dangereuses pour la Shiva. Donc, il y a des gens qui viennent et qui abîment le magasin. Et lorsque j'étais en Israël, il y avait une autre situation, c'était qu'il y avait des publicités de femmes mal habillées. Et certains ont détruit les abribus ou les endroits où il y avait ces affiches de femmes mal habillées. Donc là, le Nézek, c'était un dommage spirituel. C'est un et donc je me fais justice moi-même sur du domaine matériel. Exactement. Donc je fais justice parce que je considère que c'est une très mauvaise influence, ou bien des livres qu'il ne faut pas qui peuvent avoir une mauvaise influence sur les autres élèves. Et je déchire le livre, je l'abîme, je le brûle. Okay. Est-ce que je dois payer ce livre? Est-ce que j'ai le droit de le détruire? Est-ce que je dois le rembourser si je l'ai fait? Non, mais c'est typiquement le principe du terrorisme. Quand il y a quelque chose qui me déplaît, je vais casser. Ou des actions violentes. Non, je parle dans les manifestations. Il n'y a rien à voir. Non, je parle pas je parle dans le principe. Est-ce que c'est voilà. Il y a eu le 13 novembre au Bataclan des gens qui ont dit on va empêcher les hommes de faire la fête interdite parce que c'était un spectacle qui n'était pas tsniout. Ils ont dit on va les descendre. Bon, ça, on n'a pas dit que c'était autorisé d'après la Torah. Bon, on n'est pas ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu violent que d'abîmer, de casser des ustensiles, des objets. Démonter les statues, les talibans, en fait, pardon, tout démonter, qu'il y avait également aussi. Voilà. Alors, non, voilà. Donc, est-ce que on est dans quelque chose effectivement qui est très mal vu dans le monde occidental, et on se dit attendez, on n'est pas des voleurs et on n'est pas des gens violents, on n'est pas des hommes. On fait une procédure de justice. Voilà. Et en fait, c'est le sujet mamage de la paracha de Vayechi. Ah bon? Ah oui, parce que dans la paracha de Vayechi, il y a Yaakov qui accuse Shimon et Lévi, il dit Kle Hamas Mecherotehem. Vous avez utilisé la violence, ce n'est pas de chez nous. C'est comme ça Rachid dit, ça vous l'avez pris à Isav. Or, qu'est-ce que voulaient faire Shimon et Lévi? Ils voulaient faire un exemple, parce qu'ils ont dit notre sœur, elle a été violée. D'accord? Nous, on ne peut pas laisser une chose pareille. Si on ne réagit pas d'une façon extrêmement claire et nette, eh ben, ils vont se croire qu'on peut tous se permettre. Donc, on y va, on tue toute la ville, et pour qu'ils comprennent bien de quoi on parle. Ils auront demandé d'abord de faire la Brit Mila, etc. Vous connaissez la suite de l'histoire.
Donc, a priori, vous avez un exemple dans la paracha de cette Ezek Rouhani, le dommage spirituel et la réaction très violente des frères de Yosef. Ils ont tué. Ah. Le monde matériel. spirituel. Ils ont tué des personnes. Violé. C'est un objet. Alors, elle a été violée, mais une fois que c'est déjà fait, qu'est-ce que vous voulez gagner? Alors, ce que vous voulez, c'est reprendre votre sœur. C'est tout. Vous dites non, il n'est pas question, monsieur Shechem, fils de Hamor, monsieur Hamor, vous, on se sépare, vous nous rendez Dina et on s'en va. D'accord? Surtout que là, ils ne se sont pas contentés de toucher l'auteur du crime. Ils ont touché toute la ville. Voilà. Donc des personnes qui n'étaient pas concernées. Mais alors, vous pouvez comprendre que la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce qu'ils voulaient que tout le monde comprenne qu'on ne touche pas la famille d'Yaakov Avinu, qu'il y aurait eu peut-être d'autres qui auraient pu faire la même chose. Vous comprenez? Ça serait bien si on pouvait le faire en Israël. Tous les Arabes qui. S'il vous plaît, tout est enregistré et peut être retenu contre vous, M. Barba. Vous ne voyez pas. Vous avez אבל מאותה פרשה זה אומר בסוף של לקחתי מחרבי וקשתי, הוא לוקח את הקרדיט אחר כך. באותה פרשה הוא זה, לא... בסוף כן מורה את זה כמשהו חיובי. Voilà. Alors c'est vrai que notre cher ami Yair, Sheba Mimiuchad, Michevron, Maître Romano, il nous dit la chose suivante, il nous dit qu'en fait, finalement, on voit que Yaakov a validé quelque part, même parce que Babracha, c'est l'eau kol baro, Kle Hamas, Mecherotehem. Voilà. Donc, Hamas, mais il est critique, mais pas totalement, parce qu'il dit Harbi ou Vekashti, je l'ai pris avec mon glaive et avec mon arc. Ça veut dire qu'en fait, finalement, Yaakov, on va dire, se dit voilà, quelque part, il cautionne un peu. Il n'accepte pas la façon de faire, mais quelque part, oui, non, il n'est pas totalement contre. Donc, la chose. Pardon? Alors, Harbi ou Kashi, Baouti, Bakashati. Bakashati, c'est Bakashati, c'est Bakasha, avec ma prière. En tout cas, Rabotai, ce que je voudrais dire ici, c'est la chose suivante. Ça, c'est un sujet très intéressant qui s'applique aussi dans beaucoup de cas. Alors, réponse de ce Rav Yechiel Michal Pliskin. Il nous dit la chose suivante. Premier argument, la réprimande, ou la frouché meisura, éloigner quelqu'un du issour. Aïn Shulchan Aruch Hoshen Mishpat Afchafalef Gimel Adam Aroecha Israël Make Chavero. Si tu vois quelqu'un, un juif, frapper son prochain, il ne peut sauver celui qui est frappé qu'en frappant celui qui est en train de frapper, l'agresseur. Il peut le frapper afin de l'empêcher de faire un issour. Tu es là en train d'agresser l'agresseur pour le stopper, tu as le droit de le frapper pour qu'il arrête son agression. Sans le tuer pour autant, c'est juste de stopper l'agression. Exactement. On n'est pas en train de parler de tuer, là on parle de stopper. Le séparer, etc. Mais on ne parle pas de tuer. Quelle est la preuve qu'on a le droit de faire ça? Yeshraya, de ce qu'on a vu la semaine dernière, d'Af Kafred dans Baba Kama. Je vous rappelle que c'était le serviteur qui ne voulait pas sortir de chez son maître. Et il était avec une chifra Knaanit, c'est un Eved Ivri qui va être chifra Knaanit. Il dit, moi je vais rester avec cette chifra. Alors c'est écrit là-bas dans la Gemara que son père maître a le droit de le frapper pour le faire sortir de chez lui, pour qu'il arrête d'aller avec cette servante, avec qui il a le droit d'aller que lorsqu'il est esclave. Mais une fois qu'il a passé les 6 ans d'esclavage, il doit sortir et il doit laisser sa femme et même les enfants qu'il a eu avec cette femme, parce que ça ne lui appartient pas, etc. Et lui ne veut pas sortir. Il le frappe jusqu'à qu'il sort. Donc, on voit que pour être mafriche d'un issoura, pour empêcher quelqu'un de faire un issour, on a le droit même de le frapper et d'utiliser la violence. Raïtata Raya, la frouche et l'issoura. C'est de ne pas sortir. Pardon? Le issour, c'est de rester avec cette femme. C'est ça. D'accord? Quand quelqu'un qui prenait le guet à sa femme aussi? Ça n'a rien à voir. Non, ça, attention, ça on ne peut pas faire. Je sais pas, on peut pas. Non, c'est autre chose, c'est un autre cas. Il me semblait que quand même qu'on frappait. Non, on lui met la pression extérieure, c'est ce qu'on a dit. Il y a une brade en brachot d'Afraf que cite ici le Rav, juste dans le dibour après de Gamatsan ou Hetem Fourash Zevet Brachot. Ravada Barava Chazia Laoukutit Dava Levisha Karbalta Beshuka. Donc c'est une femme non juive
qui était habillé d'un habit provoquant dans la rue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré Veokam Kar Emine. Et il a déchiré cet habit. Igla Emita de Koutiti, donc il s'est trompé parce qu'il croyait que c'était une juive. Et en fait, c'était une non-juive. Il a payé les 412. Vous vous rappelez cette Gemara dans Brachot d'Afra, vous l'avez vu? Oui. Alors, on voit a priori que si ça avait été une juive, il aurait le droit. En clair, une femme qui passe dans Mea Sha'arim, elle se fait agresser et elle se fait déchirer son habit non tsanoa. Est-ce que c'est autorisé, pas autorisé? Est-ce qu'il faut payer, pas payer? Non, mais en fait, en général, comme ça, elle s'en va rapidement, elle ne revient plus. Mais bon. Alors, tout ça nous dérange un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi ça nous dérange. C'est un petit peu... Parce que c'est un acte de terrorisme, un petit peu de violence. Et le Rav nous a dit comme ça. Rav Wolbe, je vous dis ça, c'est une parenthèse. Il y a la Lacha et aussi le Moussar. Et le Rav nous a dit qu'aujourd'hui, ça ne pourrait être permis que pour un Kanaï, le Shem Shamaim. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ça totalement, d'une façon désintéressée pour Hachem. Il dit, aujourd'hui, personne ne peut croire et être sûr que cet acte serait vraiment motivé que par le Shem Shamaim. C'est souvent comme Pitras. Pitras, c'est l'exemple parfait, mais il a pris un grand risque, mais il l'a fait parfaitement. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas à cette madriga, donc il nous a interdit, je me rappellerai, comme c'était hier, il avait parlé très, très durement contre ceux qui brûlaient les abribus où il y avait ces fameuses publicités qui étaient effectivement incorrectes. Ils avaient parlé très durement contre ceux qui jettent des pierres, voilà. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas voilà, il ne faut pas faire. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il y a un problème, effectivement, dans un internat, lorsque vous devez gérer des enfants, des jeunes, est-ce que vous avez le droit de faire une police musclée, voilà, pour faire respecter un ordre, une règle et des disciplines? Et est-ce que si, par exemple, vous avez des conséquences, il y a des dégâts, d'accord? Est-ce que vous devez payer ou pas? Alors, tant que l'élève est dans la yeshiva, tu confisques. Alors, effectivement, donc il y a la confiscation, c'est ce que nous on fait déjà à Aleph. On confisque directement les portables. Si on trouve un portable dans certaines classes, je confisque 1 mois direct. Et ça fait un peu mal pour ces gens-là. Je peux vous dire, ça va faire réfléchir pour les jeunes, mais je ne casse pas, quoi. Mais est-ce que si je voulais casser, je pense que les parents pourraient me dire, tu rembourses, que ça veut dire, oui. on ne demande pas, c'est pas besoin de casser, c'est simplement dans le règlement intérieur. Moi, c'est déjà arrivé. Je suis mamash assour dans l'internat, pas l'internat, même dans un externat, même dans un collège aujourd'hui, religieux, interdiction d'avoir un portable pendant les cours, et surtout les portables qui sont les smartphones, parce que les gens ils utilisent ça pour faire des films, filmer. D'un cas, on a même filmé un prof pendant le cours, et donc on l'a su, et voilà, on a pris un petit peu de certaines sanctions, avec un conseil de discipline et avec un avertissement de renvoi, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est d'abord strictement interdit de filmer un prof, et deuxièmement, strictement interdit d'avoir un genre de smartphone, et alors ça, c'est partie du règlement. Maintenant, casser un appareil pour marquer, entre guillemets, les esprits, ça, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas, mais je peux comprendre que pour un niveau chinouchi, tu dis, voilà, je te le casse, comme ça tu vas comprendre que ça y est. Mais bon, ça, ce n'est pas trop ma façon de faire. Mais vous avez des parents, Rav, qui veulent que leurs enfants aient des téléphones pour les sécuriser et savoir où ils sont, etc. Alors, on peut prendre le téléphone en sortant et on le dépose en arrivant. Tout à fait. Il ne faut pas le garder sur soi. Bien sûr. L'élève, il reste dans le bien sûr, il y a des abus, c'est sûr, certains. Voilà. Et par exemple, est-ce qu'on a le droit de brûler donc, des livres qui sont des livres entre guillemets assaut? Le Chazon de Rav Chaim Kanievski a dit dans Chazon Ish que celui qui brûle des Sifarim Chitzonim, ce qu'il appelle Sifarim Chitzonim, ce sont des livres subversifs que certains font rentrer dans des internats ou prêtent les uns aux autres. Il dit qu'il n'est pas obligé de payer. Pas obligé de payer parce que, encore une fois, c'est son droit de brûler, de faire disparaître tout ce qui peut mettre en danger Rouhani, ce genre de choses. Voilà, je vous mets ça comme ça. Mais là, il n'y a pas des fois aussi rabbinim qui se brûlent un livre d'un tel qui est un rave et puis après il s'avère que c'est un livre qu'il ne fallait pas brûler et qu'après ça a créé des histoires pas possibles. On parle de quelque chose qui est objectivement un vrai problème. Il ne faut pas se tromper, effectivement.
Oui. La semaine dernière, le directeur, il avait un petit enfant, il avait un téléphone, et c'était en plein midi, il y avait son portable, je ne me rappelle plus, et le directeur, il a vu, il a jeté dans le mur, il a dit, donne-moi, prends, je l'ai mis dans le bureau, et ça a déjà arrivé une fois aussi, c'est aussi la semaine dernière aussi. Une stagiaire, il avait un portable aussi. Il n'avait pas le droit de faire ça, et le directeur s'est disputé. Il l'a jeté contre le mur. Non, c'est pas la même. Donc la prochaine fois, moi je téléphone parce que moi je suis grand. Ok. Je suis professionnel. Alors effectivement, on a bien entendu ce que tu dis. Donc effectivement, ça confirme. On a le devoir de voir effectivement la frouché missoir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que Avidini Shinenavché, il y a deux parachiotes. Il faut bien noter. Il y a la paracha de la frouché missoura, c'est-à-dire de se faire en sorte qu'une personne qui est en train de faire un issour stoppe ce issour, s'arrête dans ce issour. Et pour l'arrêter, eh bien, il y a différentes façons de faire qui ne sont pas toujours très agréables, comme par exemple frapper quelqu'un qui est en train de frapper un autre pour le faire stopper de frapper. Et il y a effectivement la notion de avidinish dinan nafshe, c'est-à-dire faire justice soi-même. Alors, est-ce que ce sont deux parachutes? Oui, ce sont deux sources a priori différentes. L'une, c'est une halakha dans le Issourim, c'est que je dois être sujet, être responsable, sentir responsable du juif qui fait un Issour et me dire, je ne peux pas le laisser faire. Et deuxième chose, c'est par rapport à Avidinish Nafshe, c'est-à-dire je dois de faire justice moi-même, c'est-à-dire je dois donc retrouver si quelqu'un me vole et obtenir une réparation moi-même. C'est deux choses différentes, mais effectivement, dans le cas d'un Ezek Rouhani, on est en train de voir ici qu'il y a pas mal de choses qui seront permises. Maintenant, je mets quand même en bémol, je vous dis très franchement, avant de faire ce genre de choses, posez la question à Rav, faites très attention, parce que je vous dis ce qui se passe aujourd'hui. Ce genre d'attitude très violente éloigne les gens de la Torah, et au niveau éducatif, aujourd'hui, utiliser ce genre de procédé, c'est très contre-productif. Il y a en Eretz Israël énormément de jeunes qui quittent la Torah parce qu'ils sont sujets de parents qui les éduquent mal, qui les dégoûtent de la Torah, en ayant souvent des attitudes extrêmement violentes dès qu'ils les voient un petit peu entre guillemets, pas marcher droit. Et je peux vous dire que c'est des témoignages que j'ai et qui sont nombreux et qui nous montrent que ce n'est pas avec la dureté et avec la violence que l'on ramène les gens à la Torah. C'est jamais avec ça, c'est toujours le contraire. Mange le contraire. Donc, chas v'shalom, moi je vous dis, il y a la halakha, mais je vous dis aussi, soyez un chachamim, même si on ne serait pas obligé de payer, même s'il y a une autorisation, il faut savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je vous dis très bien avec vos enfants, pas de violence, explication, donner envie, etc., approcher les gens. C'est comme ça qu'il faut travailler, parce que la violence, ça éloigne. C'est comme ça. Il faut le savoir. Ça suffit. Il y a eu assez de corbanotes comme ça de gens. Ces parents qui ont fait, sont si stricts que ça, ils sont pas si conseillés par les mauvais rabbins. Effectivement, si je devrais parler à leur rabbin, mais ils ne me posent pas la question, c'est le problème. C'est ça l'histoire, parce que vraiment les parents, les gens ne se rendent pas compte. Lorsque les enfants sont petits, ils ne disent rien. Et lorsqu'ils grandissent, ils partent, ils prennent la valise, ils s'en vont. C'est trop tard. Et c'est trop tard, et je dis ça parce que j'ai vu. Donc ça suffit, et je pense qu'il faut être racham et comprendre qu'il faut en donner envie, et que des fois, il faut savoir fermer les yeux. Il faut savoir, moi, je vous dis très franchement, par exemple, le Chazoni, je disais, un jeune, il dort le matin. Il devrait se lever le matin, et il reste dormir. Moi, je pensais que l'alcha le massé, c'est comme ça que je l'ai fait avec mon fils. Je ne mets pas de pression. Il veut se lever, il se lève. Je lui donne envie de se lever. Il y a des âges où c'est dur pour les jeunes de se lever. C'est des âges comme ça, au moment de l'adolescence, c'est dur pour eux de se lever. Je ne veux pas être celui qui le force absolument à se lever. Et le Chazoni, je l'ai pensé de moi-même. Après, j'ai vu que le Chazoni, je faisais ça, et il écrit dans ses trucs. Il dit voilà, des fois, très bien, il dort. Voilà, il dort. J'ai envie de donner envie de se lever. Voilà, c'est tout. Attends, mère. Non, c'est bigla sholo, c'est il faut donner envie, c'est pas possible de forcer. Si on force, ça sert à rien de gratter. Ça sert, on a un résultat. Si vous êtes dur, vous avez un résultat sur place. Mais moi, mon problème, c'est pas le maintenant qui se lève aujourd'hui. Je veux que lorsqu'il sera plus sous ma tutelle, qu'il sera seul, c'est ça le chinour. Le chinour, c'est de faire en sorte que l'enfant
lorsqu'il n'est plus avec son père et pas avec sa mère, il a intégré les valeurs et il les fait de lui-même. S'il le fait que par peur du père ou de la mère, c'est pas du chinour. Ça s'appelle de la gendarmerie, la coercition. Ça ne s'appelle pas de la chinour. Voilà. Alors, on arrive à la conclusion. Donc, ça c'était un autre exemple. Bon, mais le temps est très court aujourd'hui. Mais je vais donner un autre exemple de ce que nous avons étudié, des choses à la Khalama assez. Alors, est-ce que par exemple vous avez quelqu'un qui a donné un chèque qui n'est pas qui est revenu en bois, un chèque en bois. Voilà. Darke Choshen, à la page 10, vous avez une question tout à fait, malheureusement, souvent d'actualité. Chez la Rishona, Baal Melacha, chez Ouzman le dira. Donc, c'est un artisan qui a été a été commandé pour faire une réparation dans la maison. Qui bel chèque. Il a reçu un chèque, les tarifs Messouya. Alors, en Israël, c'est le sport de mettre des chèques antidatés, enfin bref, des chèques, pas antidatés, pour plus tard. Et donc, lui, il a pris ce chèque, les yeux fermés, mais le jour où il a mis le chèque à l'encaissement, le chèque est revenu impayé. Et le propriétaire dit, celui qui a donc engagé l'artisan, il dit, écoute, très franchement, je n'aurai pas bientôt de quoi te payer. Il faut attendre un peu parce que là, je ne suis pas du tout en forme. Donc, moi, je deviens la banque. Moi, l'artisan qui a travaillé, j'ai terminé mon travail, je dois être celui qui va attendre que monsieur, il ait l'argent qui rentre dans son compte et qu'après, si l'argent est rentré, peut-être qu'il va me payer. Il dit, écoute, c'est très simple. Je rentre chez lui. En plus, je connais la maison parfaitement. Je rentre, j'ouvre le tiroir et je me sers. Voilà. Moi, je veux être payé maintenant, je n'ai pas envie d'attendre, je ne suis pas une banque, et il me paye. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Ah là là. Alors, non, mais à la Khalama, c'est qu'est-ce qu'il était pour sec le Rav? Alors. Si c'est de l'argent. Donc, on a bien donné le cas. Le cas, il est très clair. Hein. Il n'y a pas de. Si c'est de l'argent, il peut prendre. Il ne peut pas prendre un vase, on avait dit. Il veut prendre la somme exacte qu'on lui doit. Il connaît la maison, il ouvre certains tiroirs et il prend la somme, c'est tout. Non, s'il a l'argent, on avait dit, mais un vase, il pourrait pas. Il a l'argent. Voilà, mais si c'était un objet, il ne pourrait pas. On avait dit. Ah non, mais il dit qu'il ne peut pas payer cet argent parce que cet argent, il le doit aussi à quelqu'un d'autre et il va t'expliquer qu'il a encore des dettes et ceci, cela. Il a plein de choses à faire avec son argent. Mais... Ce qu'on avait dit, c'est qu'il ne pouvait pas se servir avec autre chose que de l'argent. Je pose la question maintenant avec de l'argent. Voilà, c'est ça. Oui, il peut prendre ça. Alors, on va voir directement la réponse dans la page 11. À la page 11, vous avez Dini Maolim Akdama, le Geder Ede Akad. Donc déjà, est-ce qu'on a le droit de frapper? Sfiral et la Netivot Amishpat, Shuta Bimakom Nekershash Psedal et Amtana. C'est permis de frapper si on risque de perdre, si on attend. Le Grand Metaltelin, Shershash Sheva Yavrichem Oikaklem. Donc je vous rappelle, ça on avait dit la semaine dernière. Je vois quelqu'un qui est dans ma voiture. Ma voiture a été volée et je découvre ma voiture avec le voleur à l'intérieur qui est en train de rouler. Alors, je m'arrête, il s'arrête au feu rouge, je lui ouvre la portière, je le prends par la main, je le mets dehors et je m'assois à sa place. Est-ce que c'est permis ou pas? Et même s'il faut, on peut le frapper. Oui. La réponse est oui, parce que j'ai peur qu'ils prennent ma voiture. Et en Israël, c'est le grand sport. Comment ils font? Ils le découpent en plusieurs morceaux, la voiture, en pièces détachées, puis après, ça devient un truc. Je risque de ne plus jamais la retrouver si je ne la prends pas tout de suite. Donc, je me sers directement s'il y a un risque que je perds, que je la perde pour toujours. Maintenant, ouais. Non, mais c'est en utilisant la force. Il faut que la raison, ça soit. Bon, ça c'est simple pour nous tous. Maintenant, Karka, si c'est de l'immobilier. Alors là, par contre, il n'y a pas de problème parce que c'est fixe, ça ne bouge pas. Voilà. Un squatteur qui chez toi. Non, on avait dit que là, dans ce cas-là, tu n'es pas tenu de faire, il ne va pas partir, il ne va pas disparaître. Alors, un squatteur qui vient chez toi,
et à cause de ça, je ne peux pas louer mon appartement. Ici, il doit utiliser une procédure. Non, je ne peux pas louer mon appartement parce qu'il squatte. Oui, non, mais je dois utiliser une procédure pacifique. Alors, évidemment, avec une procédure pacifique, je vais finir par obtenir, mais je vais perdre pour cela 2, 3 mois, 5 mois, 6 mois de location. La trêve hivernale, voilà, trêve hivernale, la trêve machin, la trêve Covid. Qu'est-ce que ça dit La réponse, elle est écrite ici. De Rechaï, il dit Machenken bekarka shevada lo yefsed, anire shegam shitato miyafsid hashimush, s'il perd l'utilisation de son immobilier pendant la période du squat, Ouzman Nikar, et donc c'est vraiment un temps important, d'accord, ou bien ça le dérange, sa présence, il a le droit de le sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a une pséda et une perte, c'est tout. Lorsqu'il y a une perte, on le prend et on le met dehors, avec la force des bras. De la force publique ou la force La force publique, si on pouvait. Le problème, c'est que la force publique, elle ne réagit pas. Elle dit non, on va attendre la fin de truc, elle va attendre ceci, on va attendre cela, on va attendre, on a besoin d'un truc. La police ne viendra pas, elle ne fera rien. Imaginez-vous par exemple. Non, mais je n'imagine rien du tout. Je sais très bien ce qui se passe, David. Lorsque la police ne vient pas, que s'il y a une décision du tribunal et d'un juge. Oui. En France, c'est clair qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même, et encore moins par la violence. Donc, on ne peut pas aller contre cette loi parce que la Torah, parce que là, vous avez cité un cas qui permet. Comment on confronte les deux? Alors, si la Torah l'interdit, le permet, et la loi du pays l'interdit. Ça, c'est un autre problème. C'est Dina de Malchouta Dina. Maintenant, vous avez un système que la loi permet, c'est-à-dire, vous amenez vos 4 malabars, des grosses armoires à glace, et vous leur dites, voilà, messieurs, on vous prévient. Si demain, à telle heure, vous êtes encore là, on vous met la tête au carré. Maintenant, ils se mettent bien devant la porte et ils les menacent. Ou bien ils utilisent la panthère rose, ou ils utilisent ce que tu veux. Mais en tout cas, ils sont là, une pression psychologique. Si la loi française le permet, et je crois que la loi française permet un certain nombre de choses, eh bien, pourquoi ne pas utiliser le fait de dire je vais te cacher la gueule, ça, vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit de dire. Non, mais par contre, venir comme ça et intimider sans rien dire, c'est dans l'ambiguïté, oui. Mais le fait de le dire je fais une menace, là, il peut. Alors là, c'est faux. Hein. Je pense que vous avez le droit. Alors, vous vérifierez les lois du pays. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un espace où j'ai le droit de faire justice moi-même en utilisant la force de la pression psychologique et morale. Ah oui, c'est pas simple, personne ne peut pas le prouver. Non, mais même s'il y a un film et il y a des caméras partout aujourd'hui. Hein. Donc, on voit arriver les malabars et ils ne sont pas très sympathiques. Ils ont une tête patibulaire. Et ils gagnent beaucoup d'argent en faisant rien du tout. C'est facile à trouver ce genre de. Condamné à temps plus pour. C'est le moment. Non. C'est pas évident de. Patrick, non? La loi les contre. Alors, en tout cas, Rabotai, effectivement, dans le cas où la loi du pays l'autorise, on peut utiliser certaines forces, mais je pense que la loi du pays en France autorise, par exemple, lorsque je vois quelqu'un qui a volé quelque chose à moi et qui le transporte, et moi je veux le récupérer, ça, je ne sais pas, je ne connais pas les lois du pays, mais non, c'est interdit. Quelqu'un dans sa voiture, interdit? Non, le frapper, quelqu'un dans sa voiture, le reprendre, oui, le frapper, non. C'est sûr, frapper. Et la police, le temps qu'elle arrive, ils vont voir les trucs arriver. Non, la force est tenue par la force. Le voleur gagne. Un usage. Mais peut-être pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a le port d'armes et tout ça. En Israël, on a le droit. Si lui fait un jet, tu as le droit de le retaper. En Israël, il y a une loi. Oui, légitime défense. Non, tu l'amènes à te frapper. Et après, par contre, effectivement, tu as raison que si ce n'est pas compliqué d'appeler la police, etc., et que c'est possible de l'attraper, c'est sûr qu'il ne faut jamais a priori utiliser ça. C'est uniquement si on n'a pas le choix et qu'on va perdre cet objet. Est-ce qu'on est obligé de se dire on va perdre l'objet et ne pas utiliser la force? La limite, en fait. La limite sur la justice soi-même, elle est où? Allez, ouais. À aucun moment, vous avez alors justement, il y a Yair qui vient de Hebron. Est-ce que là-bas, les Arabes, ils ont voulu toujours donner les terrains? Avec les Arabes, c'est trop cher.
Non, mais נכנסתם, לקחתם. Non, mais c'est trop chose. Non, mais Rav, vous n'avez pas parlé de proportionnalité de la force. Parce que quelqu'un qui va veut sortir, vous pouvez le sortir, mais là, vous arrivez et vous cabossez complètement la personne. C'est pas proportionnel. Aujourd'hui, en France, on regarde quelle est la proportionnalité de la force que vous avez mis par rapport aux besoins. Quelqu'un qui squatte comme ça, vous le tirez normalement, et si vous arrivez, vous le tirez par les cheveux, vous le jetez par la tête, c'est pas grave. Un coup de boule, tu as tapé des questions, arrête. Il n'a pas compris, ce cas-là n'est pas abordé. Tu arabes quand cette structure. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il faut faire attention, et c'est pour ça que la loi française, elle existe, c'est que si on autorise toute forme d'utilisation de la force, on risque des fois d'aller trop fort et d'amener les gens à l'hôpital, voire au cimetière. Parce qu'en faisant un mauvais coup, tu peux donner un coup mal dirigé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui perdent en guise de procédure parce qu'ils ils ont fait plus de force que nécessaire. Tu es délirant. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, quelqu'un qui nous cambriole pendant qu'on est chez nous, on a le droit de tuer. Alors, il y a ce qu'on appelle un rodef. Un rodef, c'est quelqu'un qui nous poursuit, qui va s'il y a un risque d'assassinat. Je ne sais pas le savoir au moment, mais un cambrioleur. Mais un type qui me vole ma voiture, c'est le même risque aussi. Je ne sais pas comment il va réagir. Si je demande de sortir en disant c'est ma voiture, en étant poli au départ, en disant hey, c'est ma voiture, tu es en train de la cambrioler, il peut très bien sortir un couteau, me planter et puis partir avec la voiture. C'est la même. C'est aujourd'hui, pour moins que ça. Un gars qui rentre dans une voiture pour te piquer la voiture, il n'est pas là pour te faire un sourire. Hein. Alors, oui, donc non, mais des cas. On n'a pas le droit de sortir. Une heure après, la voiture, elle est partie en Roumanie. Je suis obligé de. Voilà, et la police, on a fini. La police, quand tu l'appelles et qu'elle arrive, elle va mettre 2 heures. Une question de là-bas, on a des questions. Messieurs, qui n'a pas fait Arby? Qui n'a pas fait Arby?